y a eu dans le passé des actions qui ont permis d'infléchir la politique de l'ONU. Par exemple, lorsque dans les années 80 et 90, les États-Unis ont cessé de payer leur dû à l'organisation, ce qui avait permis, par exemple, en 1991, d'annuler la résolution de l'Assemblée générale de 1975 qui avait assimilé le sionisme à une forme de racisme, ce qui était une initiative de l'Union soviétique. Professeur Emmanuel Navon, bonjour, Boker Tov. Aucun. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je voudrais que l'on revienne avec vous sur les derniers développements dans la relation, on peut dire très chaotique entre Israël et l'ONU, avec ce rapport de la sous-secrétaire d'État qui a été chargée donc de rédiger un rapport sur les violences sexuelles commises par le Hamas le 7 octobre et même après, dans le cadre des otages qui sont détenus par le mouvement terroriste. Et il faut le reconnaître d'une certaine manière, ce rapport, il est important parce que d'une certaine manière, c'est la première fois que l'ONU reconnaît de facto que des violences sexuelles graves ont été commises, des sévices ont été commises contre les otages, contre des victimes du pourtour de la bande de Gaza. C'est hors norme, ça a l'air d'être hors norme par rapport à l'habitude auquel nous a les rapports auxquels nous ont habitués les responsables de l'ONU, n'est-ce pas? D'abord, il a fallu beaucoup de pression israélienne, également des organisations juives aux États-Unis, en Europe, pour que l'ONU finisse contre crime contre Israël et contre les citoyens israéliens le 7 octobre. Donc, ce n'est pas par volontariat, je dirais, que l'ONU a reconnu ces réalités. Il y a eu effectivement une forte pression internationale pour que l'ONU finisse par reconnaître une partie des crimes commis par Hamas le 7 octobre. Alors, l'ONU a reconnu, mais on a le sentiment, et dites-moi si je me trompe, que l'ONU tente de minimiser l'importance de ce rapport qu'elle a elle-même commandé, qu'elle refuse, par exemple, en tout cas c'est ce que regrettent et ce que déplorent les dirigeants israéliens, pas de réunion du Conseil de sécurité autour de ces exactions. Toujours pas de reconnaissance du Hamas comme étant une organisation terroriste. Et c'est ce qui a provoqué apparemment le rappel de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Ardan, par le ministre israélien des Affaires étrangères. Vous pensez que c'était une mesure qu'il fallait prendre dans ce contexte? D'abord, il faut bien comprendre que lorsque l'on parle de l'ONU, il ne s'agit pas d'un organisme indépendant composé d'acteurs neutres et impartiaux. Mhm. L'ONU, c'est une organisation d'États indépendants. Et par conséquent, la politique de cette organisation est influencée directement par le nombre d'États qui composent cette organisation et par leurs politiques respectives sur la question du Hamas et du conflit israélo-palestinien. Or, on sait qu'il y a à l'Assemblée générale des Nations unies une majorité de pays qui ne sont pas des pays démocratiques. Il y a une très grosse influence des pays musulmans et des pays arabes. Et puis, il y a également la composition du Conseil de sécurité. Ce qui fait qu'effectivement, eh bien, beaucoup de pays à l'ONU, et pas des moins influents, ont des positions favorables à celles du Hamas, comme la plupart des pays musulmans, en particulier la Turquie, je ne parle même pas de l'Iran, et de la plupart, effectivement, des pays arabes. Et donc, de ce point de vue-là, il n'est pas étonnant qu'au bout du compte, lorsqu'il faut prendre des décisions, soit à l'Assemblée générale, soit au Conseil de sécurité, eh bien, elles soient favorables au Hamas et d'une manière générale hostiles à Israël. Encore une fois, l'ONU, ce n'est pas une organisation, je dirais, composée de membres indépendants et impartiaux, ce sont des États, et donc la nature et la quantité des États qui constituent l'organisation influencent sa politique. Alors concrètement, ça veut dire que
comment l'État d'Israël doit réagir? Est-ce qu'elle doit applaudir lorsqu'un rapport comme celui-là est remis? Est-ce qu'elle doit critiquer lorsque, par exemple, quelques heures auparavant, eh bien, le porte-parole de Tsahal, eh bien, révèle les enregistrements de soi-disant enseignants de l'UNRWA qui s'avèrent être des terroristes qui ont participé aux exactions du 7 octobre? Comment Israël doit réagir face à cela? Mais d'abord, Israël doit être proactif et révéler les faits. Israël doit révéler à l'ONU et à la communauté internationale lorsque des institutions de l'ONU comme l'UNRWA ont été complices directement ou indirectement au massacre et aux atrocités du 7 octobre. Lorsque des employés de l'UNRWA ont participé activement à ces atrocités. Le fait que l'UNRWA, au lieu de tenter de résoudre le conflit israélo-palestinien, ne fait que le perpétuer et l'aggraver en maintenant l'illusion selon laquelle il y aurait un droit de retour pour les 3 et 4e générations des réfugiés de 48 en Israël, en ayant un système éducatif qui incite à la haine. Donc il faut effectivement révéler au grand jour et le faire sans arrêt le fait que, eh bien, il y a d'énormes déficiences à l'ONU et que l'ONU ne répond pas malheureusement aux idéaux aujourd'hui de ses fondateurs. Est-ce qu'Israël a la possibilité d'avoir gain de cause d'une manière ou d'une autre, ou alors c'est peine perdue? C'est à chaque fois qu'il y aura ce genre de situation, Israël sera partie perdante dans ce débat. Alors, il y a des choses qui se sont améliorées dans les relations entre Israël et l'ONU ces 30 dernières années. Alors, évidemment, Israël sera toujours, il y aura toujours un avantage, je dirais, pour les pays arabo-musulmans et puis pour les forces radicales à l'ONU soutenues par des gouvernements hostiles. Ah. Eh bien, il y a eu dans le passé des actions qui ont permis d'infléchir la politique de l'ONU. Par exemple, lorsque dans les années 80 et 90, les États-Unis ont cessé de payer leur dû à l'organisation, ce qui avait permis, par exemple, en 1991, d'annuler la résolution de l'Assemblée générale de 1975 qui avait assimilé le sionisme à une forme de racisme, ce qui était une initiative de l'Union soviétique à l'époque. Ou encore, lorsque Israël a fini par être accepté après plus de 40 ans au groupe régional des pays occidentaux à l'Assemblée générale, à l'ONU en général, ce qui permet aujourd'hui aux représentants israéliens de se faire élire dans les différentes institutions de l'ONU, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Et puis finalement, dernier point également, au soi-disant Conseil des droits de l'homme, qui est, comme on le sait, devenu une institution kafkaesque où les pires dictatures du monde et les pires violateurs des droits de l'homme siègent dans ce Conseil, eh bien, de plus en plus, il y a des coalitions morales, entre guillemets, des coalitions occidentales qui se forment, composées en général des pays européens, des États-Unis, du Canada, de l'Australie, etc., qui votent en bloc contre les votes manipulateurs des autocraties sous le leadership et l'égide de la Chine, de la Russie, et également d'une grande partie des pays arabes, et également de l'Iran et de la Turquie, qui ne sont pas des pays arabes. Donc, il y a certaines actions qui ont porté leurs fruits ces dernières années, mais il ne faut pas, il faut continuer de se battre dans ce sens-là, même si effectivement Israël souffre d'un désavantage structurel à l'ONU. Alors, une dernière question autour de la polémique suscitée en Israël par le rappel de l'ambassadeur Gilad Ardan à Jérusalem. Est-ce que c'était une bonne décision ou alors parce que je lisais tout simplement le commentaire d'Ariel Kahana sur Israël Hayom qui disait que il aurait peut-être été souhaitable que l'ambassadeur reste actuellement à New York pour répondre aux sollicitations de la presse et des médias qui sont intéressés apparemment par ce rapport donc sur les violences sexuelles. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel? Ben, je trouve la décision du ministre israélien des Affaires étrangères étonnante, puisque ce n'est pas la première fois, évidemment, qu'à l'ONU, on a des décisions hostiles à Israël. S'il fallait rappeler notre ambassadeur à l'ONU à chaque fois qu'il y a des décisions hostiles, ça fait longtemps qu'on aurait dû le rappeler et ne plus avoir d'ambassadeur. Au contraire, on a besoin que la voix d'Israël soit entendue à New York, on a besoin que la voix d'Israël soit entendue au Conseil de sécurité justement pour critiquer ce qui est critiquable et pour faire entendre les faits et la vérité. Donc j'avoue ne pas comprendre quelle est l'utilité
de ce geste qui consiste à ramener notre ambassadeur à Jérusalem, et ce qui fait qu'effectivement la voix d'Israël ne sera pas entendue dans cette enceinte qui est effectivement majoritairement hostile à Israël. Finalement, il vaut mieux pas essayer de provoquer des crises avec l'ONU et de la mettre le dos au mur pour peut-être essayer de mobiliser derrière soi, comme ça a été le cas à l'époque de Donald Trump en particulier, eh bien, on va dire d'autres pays qui pourraient eux aussi mettre pointer un doigt accusateur en direction des Nations Unies. Non, il faut pointer un doigt accusateur en direction des Nations Unies, mais ça, on ne peut pas le faire sans que nous ayons un ambassadeur sur place. Mhm. Je ne cesse de dire qu'il faut au contraire être proactif, voire agressif vis-à-vis de l'ONU, et je ne vois pas comment nous pouvons atteindre ce but en n'ayant pas une voix sur place. Je pense que Gilad Erdan a fait beaucoup de bonnes choses à l'ONU en justement révélant les nombreux dysfonctionnements de cette organisation, mais pour le faire, il faut qu'il soit sur place. Et on ne le fait pas sans un ambassadeur dans cette enceinte qui, comme je l'ai dit, nous est majoritairement hostile, mais exige qu'on ait une présence sur place pour se faire entendre et pour se battre. Eh bien, professeur Emmanuel Navon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions donc autour de cette crise plus ou moins ouverte, on va dire ouverte entre Israël et les Nations Unies. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée, à bientôt. Merci et bonne journée.